Bonjour et bienvenue dans la review du chapitre 1154 de One Piece. Un chapitre absolument fabuleux, historique, mythique qu'on n'oubliera pas de sitôt. Ce chapitre encore concentré sur le passé de Loki et de Harald nous a encore une fois de plus offert beaucoup de révélations. Et cette fois-ci, on a enfin eu quelque chose qu'on attendait depuis plus de 6 ans. En effet, c'est depuis le chapitre 957, depuis sa première mention, qu'on attend la révélation et l'apparition de Rox D. Québec. Donc enfin, dans ce chapitre, nous avons enfin eu un visuel de ce personnage mythique qui est peut-être le pirate qui a le plus influencé le monde dans l'histoire de One Piece. Si on oublie juste Joy Boy et Roger qui a fini par devenir le roi des pirates, Québec est le pirate qui a le plus terrifié le monde et le gouvernement mondial au point même de le supprimer de l'histoire. Donc sans tarder, passons à la review de ce chapitre qui sera découpé en 3 parties. La première étant sur la structure principale du chapitre, la deuxième sur le groupe de géants charpentiers nommé Galela et la troisième sera dédiée à Rox D. Québec et aux Rox en général. Donc de retour sur ce flashback d'Elbaf il y a 63 ans alors que Big Mom avait attaqué le village d'Elbaf alors qu'elle était encore qu'une enfant après avoir tué Yorl. Une série de phénomènes climatiques naturels ainsi que des problèmes liés à ces phénomènes ont commencé à s'installer sur le pays d'Elbaf. Donc il y a eu des incendies, des tempêtes, des vagues de froid et la famine a fini par prendre tout le pays d'Elbaf. Dans le but de se nourrir et de survivre, les différents villages d'Elbaf commencent à se mettre en guerre les uns contre les autres. En effet, il nous est bien expliqué qu'à cette époque-là, Elbaf, malgré le fait que ce fût une seule et même nation, ce pays n'était pas encore unique. Les différents villages étaient encore hostiles les uns aux autres. Sur Elbaf, des guerres n'étaient pas rares entre les villages d'Elbaf. Loki, toujours rejeté par sa mère, a été pointé du doigt par celle-ci, partageant cette rumeur comme quoi tous ces phénomènes et toutes ces tragédies étaient liés à la naissance du prince Loki. Et c'est durant ces moments durs que tous les efforts de Harald ont fini par payer. En effet, grâce à ses nombreuses expéditions ainsi qu'aux relations diplomatiques qu'il a liées avec les autres pays et les autres royaumes du monde de One Piece, des royaumes humains, ces derniers ont offert leur aide en envoyant des navires chargés de vivres et de nourriture pour pouvoir pallier à cette grande famine qui s'est installée sur le pays d'Elbaf. Tout le monde est sauvé, Harald continue ses discours, ses expéditions et continue la reconstruction d'Elbaf pour faire de ce pays un pays prospère et avancé. C'est ainsi qu'il installa les routes sylvestres qui permettèrent aux nombreux villages d'Elbaf d'être connectés parmi eux, faisant en sorte que les villages ainsi que les habitants d'Elbaf soient plus unis que jamais. Loki était livré à lui-même après le décès de sa mère, qui n'est absolument pas malheureux. J'ai été heureux de la voir mourir et souffrir au passage, parce qu'elle le méritait absolument. Loki a été récupéré par le frère de celle-ci, donc qui s'occupait de lui pendant que son père n'était pas là. Il va sans dire qu'il a grandi dans un foyer absolument froid à son égard. Il fut maltraité par son oncle ainsi que par le restant des habitants d'Elbaf. Il fut lié à la malédiction d'Elbaf ainsi qu'au décès de sa mère et tous les malheurs lui étaient attribués. Loki, étant privé de l'amour de sa mère, a dû se construire une coquille pour apparaître plus indifférent vis-à-vis de ses sentiments. Mais malgré tous ses nombreux essais pour se débarrasser de ses sentiments ou de trouver du réconfort ailleurs, Loki n'a jamais pu remplacer le vide qui était dans son cœur. Passons au deuxième point, le fameux groupe de géants charpentiers nommé la Galela. Ce nom ne surprend absolument personne parce que évidemment pour les personnes qui ont lu ou regardé Water 7, qui j'espère étant la majorité des fans de One Piece, connaissent évidemment ce nom. La Galela est une entreprise fondée par Icebark. En effet, je ne vais pas présenter Icebark, tout le monde connaît Icebark, donc à cette époque-là, où Jarl mentionne ce nom, la Galela Company n'avait toujours pas été fondée, parce qu'en effet, Icebark n'était même pas encore né à cette époque-là. C'est en lisant le reste de la page qu'on se rend compte que Jarl parle d'absolument autre chose. Donc, la Galela était apparemment un groupe de géants charpentier qui existait des centaines d'années en arrière. Harald associant même cette histoire à une légende. Selon Jarl, ce groupe de géants avait pris la mer
vers des terres lointaines et ne sont jamais revenus à Elbaf. Ils ont juste envoyé une lettre disant qu'ils avaient été capturés. Yar le poursuit en disant que cette partie de l'histoire a été engloutie au fond de l'océan. Et c'est sur ces mots-là que j'ai envie de me concentrer. Pour ceux qui ont écouté le discours de Vegapunk sur Egate, ils sont savoir que l'histoire du monde englouti n'est pas juste une légende. En effet, Vegapunk avait parlé du fait que le niveau de la mer dans le monde de One Piece était proportionnellement monté au fil des siècles. Des îles, des pays, des mondes entiers se sont retrouvés submergés et engloutis au fond de l'océan. On a vu ça avec Wano Kuni. Le Wano Kuni d'il y a 800 ans repose toujours en dessous du Wano actuel. Et c'est là que je veux en venir. Le lien entre Galela, Icebark, Franky, le monde submergé, Wano Kuni et l'arme antique Pluton, ou bien Pluton. Ma théorie est que ce groupe de géants antiques nommé Galela, qui avait quitté Elbaf il y a plus de 800 ans, avait acquis le savoir nécessaire pour construire l'arme antique Pluton. Après l'avoir construite et après la guerre d'il y a 800 ans, ce groupe de géants guerriers qui étaient peut-être des alliés de Joy Boy avait été capturé par le gouvernement mondial. Sauf que leur création, Pluton, continuait d'exister et d'une façon ou d'une autre, cette arme s'est retrouvée à Wano Kuni. Pluton, qui pour être sauvegardé et caché du gouvernement mondial, avait été mis en sécurité dans le Wano ancien d'il y a 800 ans et avait été submergé sous l'eau. Un autre Wano avait été construit plus en haut. Les plans de Pluton avaient été légué peut-être à un autre géant aux en passant, je ne sais pas par quel biais Tom les a eus. J'imagine que ces charpentiers avaient des disciples et d'un disciple à un autre, ces plans ont fini par être transmis à Tom et ce dernier les a transmis à Franky et à Icebark. En effet, Icebark avait déjà lu le contenu des plans de Pluton et j'imagine bien que dans ces plans là, une petite partie de l'histoire de cette arme antique avait été mentionnée. En effet, je pense bien que quelque part dans ces pages avait été mentionné le nom de ce groupe de géants qui n'est autre que Galela. Et c'est de là que vient l'inspiration d'Icebark pour nommer son entreprise de charpentier. Je pense que tout est lié au monde englouti en l'histoire de One Piece. Passons maintenant à la troisième partie de cette review. La troisième partie qui n'a d'autre nom que Rocks D. Québec. Et oui, Rocks D. Québec a finalement été introduit dans le chapitre 1154. On a enfin un visuel du pirate, tout attendu, le pirate qui a le plus chamboulé le monde de One Piece. Celui qui a dû être supprimé de l'histoire à tout jamais. Rocks D. Québec, accompagné de Barbe Blanche, Shiki, ainsi que Miss Buckingham, ou bien Stussy, la vraie Stussy, celle de l'équipage des Rocks et pas le clone, arrive sur Elbaf pour retrouver dans le royaume des morts. Devant eux se trouve le petit Loki, le jeune Loki qui venait juste d'essayer de prendre sa propre vie en sautant depuis le haut de l'arbre d'Adam. Ce dernier ayant un corps aussi résistant que celui de Kaido qui essaie de se jeter depuis le haut d'une île céleste survit à toutes ces attaques. Il pose alors deux questions. La première, est-ce que nous sommes à Elbaf, le pays des géants? La deuxième question, est-ce que Harald est là? Donc précédemment, Harald nous avait raconté qu'il avait essayé de se faufiler à Marie-Joie pour participer à la rêverie en demandant à un autre roi de l'emmener avec lui. Ce roi refusa catégoriquement. Donc d'une façon ou d'une autre, Harald est bel et bien monté à Marie-Joie et a failli être arrêté. Mais à cause d'un incident, il a pu s'échapper. Et cet incident ne concerne nul autre que Rocks D. Québec lui-même qui, en affrontant un amiral, avait réussi à tuer un grand amiral de la marine. En effet, c'est la première fois depuis le début du manga qu'un pirate a pu tuer un amiral
de la marine. Et donc, avant que Harald s'enfuit de Marijois, ils ont dû se rencontrer. Et à cause de ce lien, Rox d'Ichebek est venu chercher Harald pour une raison ou pour une autre à Elbaf. Je ne pensais vraiment pas voir Rox d'Ichebek sur une page random comme ça d'un chapitre où il n'en était pas fait mention au préalable, d'être juste introduit de cette façon. Mais c'est ce qui a peut-être fait que la surprise a été totale, tout le monde a été choqué. Mais cela prouve juste qu'on se rapproche de plus en plus de la fin de One Piece. Et arrivé à ce stade, Oda n'a plus aucun intérêt à garder secret certaines informations ou certains personnages et qu'ils doivent être introduits à un moment ou à un autre. C'est la dernière saga et toutes les informations doivent être introduite avant l'arc final. Donc attendez-vous tout le temps durant cette dernière saga à des informations et à des révélations plus folles les unes que les autres. Donc ça c'était pour la partie révélation et introduction de Rox d'Ichebek. Et maintenant il faut se concentrer sur la partie analyse et théorie. Et là, il y a beaucoup de choses dont il faut parler. La première chose dont j'ai envie de parler, c'est Rox d'Ichebek était présent sur Marijois pendant la rêverie. Donc pour répondre à cette question, il faut aller du côté de Barbe Noire. Barbe Noire, l'un des 4 empereurs, avait choisi d'avoir comme QG la ruche, prenant celle-ci à Wongzi et déclarant que son souhait n'était autre que de faire de la ruche un royaume lié au gouvernement mondial pour que Marshal des Teach soit le roi de cette île, ayant même le droit et la juridiction de siéger comme l'un des rois présents à la rêverie. Tout le monde a été surpris par ce but et cette prétention de Barbe Noire de vouloir être un roi affilié au gouvernement mondial, parce que ça ne collait pas à la logique du personnage, ce personnage qui veut être le roi des pirates, qui veut être le plus puissant, qui était l'un des 7 grands corsaires qui a trahi le gouvernement mondial pour atteindre son but, a tué Sach pour le fruit de l'ombre, a tué Barbe Blanche pour pouvoir avoir le fruit du tremblement. Ça ne collait pas au personnage de vouloir être le roi d'une île et d'être affilié au gouvernement mondial, parce que ce dernier avait déjà atteint un objectif que beaucoup de pirates n'avaient jamais pu atteindre avant lui, celui d'être l'un des 4 empereurs, un titre qui est bien supérieur que celui de la plupart des rois siégeant à la rêverie. Donc pourquoi Barbe Noire veut-il être le roi de la ruche? En lisant ce chapitre, en apprenant que Rox d'Ichebek était présent à la rêverie où il a tué cet amiral de la marine, on peut émettre l'hypothèse que Rox d'Ichebek lui-même, père de Barbe Noire, était un roi d'un pays affilié au gouvernement mondial, et pour une raison encore inconnue, ce dernier s'est révolté contre le gouvernement mondial et a fini par tuer l'un de ses fameux amiraux. Je n'ai pas d'autres thèses pour appuyer cette théorie ou bien cette hypothèse, à part vraiment cette prétention qu'a Barbe Noire à vouloir être un roi affilié au gouvernement mondial. Pour finir, j'ai envie de parler de la chasse de Barbe Noire. Face au fait que Rox a été introduit comme étant le père de Barbe Noire, toutes les théories à ce sujet sont avérées. Le navire de Barbe Noire étant nommé le sabre de Chebek, des théories avaient déjà fusé sur les réseaux sociaux et ça fait des années que beaucoup émettent l'hypothèse que c'était son père. Ces dernières étant enfin vérifiées, il est utile de noter le parcours de Barbe Noire. Ce dernier, étant né 2 ans avant le décès de son père, avait décidé de rejoindre l'équipage de Barbe Blanche pendant son adolescence. Barbe Blanche qui était de l'équipage de Rox. Barbe Noire ne s'est pas arrêté là, après qu'un autre membre de l'équipage de Barbe Blanche ait trouvé le fruit de l'ambre. Teach décida de le tuer pour lui prendre ce fruit. Le fruit du démon qui selon lui était le plus puissant des fruits du démon et que c'était le fruit qu'il voulait depuis sa jeunesse. Je sais que beaucoup sur les réseaux sociaux s'enflamment pour dire qu'à cause du signe de la main fait par Chebek et du fait qu'il a coupé la montagne juste avant d'apparaître devant Loki, ce dernier pouvait avoir le OPOP nommé. Personnellement, je trouve que ça pourrait être incroyablement stylé de voir Rox d'Ichebek posséder le fruit que possède actuellement l'eau, mais je pense plutôt que Rox d'Ichebek possédait le fruit de l'encre que son fils a cherché pendant des années et a fini par le manger des décennies après la mort de son père. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle Barbe Noire avait envie d'obtenir ce fruit du démon, tout simplement parce que c'était le fruit que possédait
son père. L'autre chose est la chasse de Barbe Noire pour se venger des ennemis de son père. Rox d'Ichebek ayant perdu contre Roger et Garp qui ont fini par le tuer sur l'île de God Valley. Parmi les figures présentes sur cette île pendant cet immense conflit légendaire se trouvaient aussi Figarland Garling ainsi que Barbe Blanche. Parmi ces personnes qui avaient un lien avec Rox d'Ichebek pendant cet incident à God Valley, Barbe Noire a lui aussi eu un lien avec ces personnages. Barbe Noire a combattu et a infligé une cicatrice à l'œil de Shanks le Roux. Shanks étant le fils et descendant de la famille de Figarland Garling. Peut-être qu'il ne l'a pas fait par vengeance, peut-être que ce n'est que la destinée de ce personnage, mais s'il y a bien une personne qui est destinée à combattre Barbe Noire et peut-être même à mourir de ses mains, il s'agit tout simplement et évidemment de Shanks le Roux. Ces deux personnages sont liés depuis des décennies, depuis les combats entre l'équipage de Goldie Roger et l'équipage de Barbe Blanche, et leur destin est intimement lié. Barbe Noire se trouve aussi être la personne à l'origine de la mort de Portgas dit Ace. Ace étant le fils de Goldie Roger, aucun lien en plus n'a besoin d'être fait concernant ces deux personnages, hormis celui que Barbe Noire Marshall Dittich, tout comme Portgas the Ace, a choisi de porter le nom de sa mère au lieu de celui de son père. Rox d'Ichebek ayant perdu son combat contre Goldie Roger, celui-ci a été vengé par son fils, car dans son combat contre la lignée de Goldie Roger, Barbe Noire a tué le fils de ce dernier. Barbe Noire a même tué Edward de Newgate qui a servi sur les ordres de son père. Si c'était le subordonné de son père, il n'y avait aucune raison pour que Barbe Noire tue ce dernier par vengeance. Je dirais que oui. Peut-être que Barbe Noire ne cherchait pas à se venger et qu'il n'a tué Barbe Blanche que parce que ce dernier était sur son chemin pour réaliser ses rêves. Mais peut-être bien que Barbe Blanche était d'une façon ou d'une autre liée à la mort de Rox d'Ichebek et que peut-être que Barbe Blanche avait trahi Rox d'Ichebek sur God Valley à un moment critique où Rox avait besoin d'aide pour battre Gold Roger et Garp, et que de la même façon que Barbe Blanche a trahi Rox d'Ichebek, Barbe Noire a fini par trahir Barbe Blanche et à le tuer dans le but de venger son père et aussi d'atteindre son but. La dernière personne étant liée aux deux personnages Rox d'Ichebek et Barbe Noire est en effet le héros de la marine, Garp, Monkey dit Garp, père de Dragon le révolutionnaire et grand-père de Monkey dit Luffy, notre protagoniste. En effet, comme dit précédemment, Garp est l'un des deux personnages qui ont battu Rox d'Ichebek à God Valley et qui ont conduit à sa mort. Luffy étant le petit-fils de Garp, c'est celui qui permet de faire le lien entre la lignée de Rox d'Ichebek et la lignée de Monkey D. Garp. Parce qu'évidemment, s'il y a deux personnages qui sont intimement liés dans leur volonté, leur parcours et leur ascension dans le monde de One Piece, sont Monkey D. Luffy, le protagoniste de l'histoire, et Barbe Noire, l'antagoniste ultime du monde de One Piece. Voilà, c'est tout pour cette review. Pour ceux qui ont tout regardé jusque là, merci d'avoir regardé. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et de vous abonner à la chaîne pour de futures vidéos. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.